Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Je vous accueille avec grand plaisir pour une édition spéciale au lendemain du second tour des législatives et c'est donc une majorité absolue, franche et sans conteste pour le Parti socialiste. Pour François Hollande, c'est la confirmation logique de sa victoire du 6 mai. Pour Jean-Marc Ayrault et son gouvernement, c'est un confort indéniable pour les 5 années à venir. Pour la droite, c'est le début de l'introspection et peut-être même du renouvellement. Et pour les Français, le quinquennat démarre vraiment avec son lot de décisions difficiles mais aussi de promesses à tenir. Cette large victoire oblige les vainqueurs. On en parle avec de nombreux invités et éditorialistes. Voilà pour le programme de votre édition spéciale. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Et avant d'ouvrir notre page consacrée à ces législatives, on parle d'abord de ce choc qui est immense. À Colobrières dans le Var, 2 femmes gendarmes ont été tuées par arme à feu hier soir, alors qu'elles intervenaient pour une affaire de vol dans cette bourgade de près de 2000 habitants. Un suspect, interpellé vers 3 h du matin, a reconnu être l'auteur des coups de feu, a indiqué le procureur de Toulon tout à l'heure. D'importants moyens avaient été mobilisés pour retrouver le meurtrier après ce drame. C'est la République qui est atteinte par le drame de Colobrières dans le Var, déclare François Hollande. Jean-Pierre Bel exprime également sa profonde émotion. Et notre page au lendemain de ces législatives à présent, le quotidien Libération a décrit ce matin un palais rose Bourbon pour évoquer la nouvelle composition de l'Assemblée nationale, sans conteste. C'est une assemblée largement à gauche, avec un parti socialiste qui se taille la part du lion. Le rose domine donc, mais vous allez voir que c'est aussi une chambre rajeunie et féminisée. On voit tout cela avec Julie Hulin. Ils sont 234 nouveaux élus à faire leur entrée ce lundi au Palais Bourbon. Dans la cour d'honneur, une tente dressée pour les accueillir. Certains font leur apparition, non sans une certaine émotion. Être du côté où les choses vont se passer, effectivement, c'est à la fois de l'émotion dans le parcours d'un élu de la République, et puis on pense à ceux grâce à qui on est là et qu'il ne va pas falloir décevoir. Événement marquant, la nouvelle Assemblée nationale n'aura jamais été aussi féminine. 155 femmes élues, soit plus d'1 député sur 4. Parmi elles, la Benjamine. Du haut de ses 22 ans, elle devrait contribuer à faire baisser la moyenne d'âge des députés qui s'élevait sous l'ancienne mandature à 55 ans. Première interrogation dans cette nouvelle Assemblée, la composition des groupes parlementaires. Mis à part le PS et l'UMP, seule Europe Écologie Les Verts a atteint le nombre minimum nécessaire de 15 députés pour constituer un groupe. Pour les autres, les tractations vont bon train. Le Front de gauche et ses 10 députés restent en suspens avec l'espoir que l'Assemblée abaisse le nombre de sièges requis. En attendant, il pourrait pérenniser le groupe de la gauche démocrate et républicaine constitué en 2007 avec les élus d'outre-mer. Mais dès à présent, tous les regards se tournent vers l'extrême droite qui fait son grand retour à l'Assemblée nationale après 14 ans d'absence. 2 députés, Gilbert Collard et Marion Maréchal Le Pen, siégeront parmi les non-inscrits avec une marge de manœuvre limitée, mais une exposition médiatique certaine. Et au lendemain de ce scrutin, les appétits s'aiguisent et les ambitions se déclarent. Pour l'un des postes, il faut bien le dire, les plus convoités de la République, il s'agit de la présidence de l'Assemblée nationale. La chute de Ségolène Royal, qui visait cette place, rebat les cartes socialistes. Le perchoir, comme on l'appelle, pourrait ainsi donner lieu à un match des plus ouverts avec Claude Barthelone ou Elisabeth Guigou dans les premiers rôles. Les détails avec Jérôme Rabier. La conquête du perchoir, c'est un peu comme une campagne électorale sur un marché. Il faut serrer des mains, discuter avec la presse, flatter les électeurs. Et en l'occurrence, les électeurs sont les députés élus ou réélus. Regardez, un petit jeune issu de la Seine-Saint-Denis et qui est député. Député de Saint-Denis. Bravo, monsieur le député. Claude Barthelone a choisi la presse ce matin pour présenter sa candidature. Élu depuis 1981, il avance son expérience pour prendre la tête de l'Assemblée nationale. Je pense à la fois que je suis un parlementaire chevronné, que je suis reconnu avec mes qualités de combattant politique, mais je dois vous dire que j'ai aussi une convivialité qui est reconnue à la fois chez les socialistes et à droite, qui peut-être est un atout supplémentaire pour pouvoir présider une assemblée. Il affrontera notamment Elisabeth Guigou qui s'est déclarée disponible pour le poste mais qui paraît davantage s'inscrire dans une démarche collective. Je suis disponible, je souhaite exercer des responsabilités. Je pense qu'il ne faut surtout pas qu'on soit dans une bataille, comme souvent on dit, hein, la bataille du perchoir. Non, moi je ne veux pas m'inscrire dans une bataille. À l'heure de la parité au sommet de l'État et alors qu'aucune femme n'a jamais occupé le poste, l'ancienne ministre de la Justice pourrait jouer sa carte.
Le dernier candidat en lice est Jean Glavany, lui aussi ancien ministre de Lionel Jospin. Il fait figure de candidat des territoires. Il a d'ailleurs habilement rappelé que ses deux adversaires sont élus de Seine-Saint-Denis et que la France dans sa diversité doit être représentée à l'Assemblée nationale. Et si la bataille est lancée, comme vous venez de le voir, pour la présidence de l'Assemblée chez les socialistes, une autre bataille est aussi engagée à droite, celle de la présidence du groupe UMP dans cette même Assemblée. Et au-delà, c'est la succession à la tête de l'UMP qui occupe les esprits des ténors de l'opposition. Une rude bataille, à n'en pas douter, se prépare entre fillonistes et copéistes. Les deux camps divergent déjà sur les valeurs de l'UMP et l'attitude à avoir vis-à-vis du Front National. La stratégie du Nini est ainsi contestée par de nombreuses personnalités. Et cela, dès ce matin, on voit cela avec Mathilde Bélanger. Après la défaite, c'est l'heure de l'examen de conscience. À l'UMP, certains n'hésitent plus à le dire à voix haute, la stratégie du Nini était une erreur. François Baroin a été l'un des premiers à s'insurger contre ceux qui sont allés braconner sur les terres du Front National. Comme lui, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin ou Chantal Jouanneau regrettent la dérive droitière de leur parti à l'origine de la défaite. Là, on a une défaite lourde et qui, je l'ai dit depuis le départ, condamne la stratégie de droitisation et le fait qu'on a refusé d'avoir une frontière extrêmement étanche avec les valeurs du Front National. Et ce discours nous a vraiment porté préjudice. On fait les frais de cette stratégie les candidats qui se sont retrouvés des valeurs communes avec le FN. Claude Guéant, Nadine Morano ou encore Valérie Rousseau-Debord ont été sèchement battus. Et sur la quarantaine de membres du collectif Droite Populaire, la moitié ont perdu leur siège. De quoi relancer le débat sur les valeurs du parti. Pour Jean-François Copé comme pour ses adversaires, c'est désormais la priorité. Ça s'appelle revenir aussi à l'esprit de 2007. Parce qu'il y a eu tout ce travail de fond qui avait été mené par Nicolas Sarkozy avant 2007 et on a un travail de reconstruction très important qui nous attend. Ce sera l'objet du congrès du parti en novembre prochain qui verra l'élection d'un nouveau secrétaire national. En attendant, la première étape de cette refondation se jouera mercredi matin avec l'élection du président du groupe à l'Assemblée. Et c'est le premier débat de cette édition spéciale avec nos invités politiques. Jean-Paul Huchon, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous, président socialiste du Conseil régional d'Île-de-France. Avec nous également Hervé Guémard, bonsoir. Bienvenue, député UMP, candidat à la présidence du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Monsieur Jean-Paul Huchon, qu'est-ce que vous vous êtes dit hier soir lorsque vous avez appris les résultats? Est-ce que vous vous êtes dit les ennuis, c'est maintenant? Non, je crois que c'était une très bonne soirée, mais avec une responsabilité considérable devant nous, puisque nous occupons en réalité une grande partie la presque totalité des pouvoirs. Donc nous n'aurons pas d'excuses si nous ne faisons pas bien. Mais en même temps, c'est aussi, je suis fier du renouvellement qu'on a pu pratiquer, de la féminisation du nombre de députés, 37% de femmes, c'est pas encore parfait, mais c'est quand même mieux. Et en tout cas, c'est mieux que l'UMP. C'est une question qui s'est posée. Beaucoup de jeunes, 40% de nouveaux députés. Et puis, alors vraiment, en Île-de-France, on a réussi le renouvellement à travers la diversité. Ça, il y a vraiment de nouveaux visages. Et vous avez parlé de cette obligation de résultat. Oui. Vous la sentez vraiment? Oui, je la sens très fort, mais nous n'avons pas de crainte. Nous sommes extrêmement tendus et responsables. Hervé Guémard, François Fillon a appelé hier le président Hollande, je cite, à ne pas appliquer son programme de façon dogmatique. C'est quand même un peu étrange de demander cela au président alors que les Français viennent lui donner une large majorité pour l'appliquer. Il y a une alternance claire, confirmée par des élections législatives claires. Mais il faut bien voir tout de même, vu l'abstention électorale très importante, que la majorité au pouvoir n'a pas les pleins pouvoirs. Sur beaucoup de sujets, le Parti socialiste, en réalité, a été extrêmement flou sur les retraites, sur les créations ou pas d'emplois de fonctionnaires supplémentaires. Et donc, c'est au pied du mur, désormais, que nous allons voir le maçon, tout simplement. Jean-Paul Huchon, au pied du mur? C'est comme ça que vous vous sentez? Au pied du mur? Ah non, je crois qu'on est au contraire parti pour réaliser peut-être ce que nous n'avons jamais été capables de faire dans le passé, c'est-à-dire gouverner dans la durée et essayer de poursuivre ce travail au-delà même de la législature. Les socialistes étaient toujours tentés à une époque de
passer comme une parenthèse, de faire le maximum de choses, puis après, on était battus, on se retirait. Moi, je crois qu'il faut s'installer dans la durée. D'abord, c'est ce que les Français souhaitent en termes de sérénité, de tranquillité, puis aussi, je dirais, de continuité dans l'action politique. Alors Hervé Guémard, les socialistes à leur tête, François Hollande et Jean-Marc Ayrault n'ont pas caché qu'il y avait des efforts à faire, ils n'ont pas caché les difficultés, c'est une gauche pragmatique que vous voyez là. C'est assez récent cette reconnaissance des efforts à faire, parce que moi j'ai plutôt entendu le contraire depuis 5 ans. J'ai entendu une opposition à l'Assemblée nationale qui s'opposait à toute la politique de rigueur s'agissant des finances publiques. J'ai entendu une opposition qui était extrêmement démagogue sur la plupart des sujets, et l'exemple le plus frappant a été celui de la réforme des retraites. Alors moi j'entends et je comprends le discours rocardien de Jean-Paul Huchon, mais je ne suis pas sûr que ce soit le centre de gravité de l'actuelle majorité. C'est pourquoi je dis et je redis et j'assume, c'est au pied du mur qu'on va voir le maçon. Je crois que si, quand même. Je crois que les socialistes qui ont la majorité absolue, ce qui leur permet quand même de gouverner sans être bousculés par Mélenchon ou parfois des alliés un peu remuants comme les Verts. Les Verts, je pense que les socialistes ont appris un certain nombre de choses en traversant le pré, comme on dit. Ils savent maintenant, et d'ailleurs c'était très sensible pendant toute la campagne. Moi j'ai fait 54 circonscriptions dans ma région. Les gens ne s'attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas à ce que tout soit possible, ni immédiatement, ni même à très court terme. Ils sont prêts à faire des efforts. D'ailleurs, honnêtement, le redressement des comptes publics, c'est quand même un des points sur lesquels François Hollande s'est placé depuis le début. Évidemment, il y a aussi des priorités sociales, il y a l'éducation nationale, mais le redressement des comptes publics, on ne peut pas y échapper. Mais regardons ce qui a été fait. Il y a eu quand même des bonnes nouvelles. Il y a eu le coup de pouce au SMIC qui a été annoncé, on verra de combien il est, la revalorisation de l'allocation de rentrée scolaire et d'autres. Est-ce qu'il y aura un avant 17 juin hier et un après 17 juin ? Il y aura, ça a été annoncé par le gouvernement sans baguigner, il y aura quelques impôts supplémentaires, mais qui ne toucheront pas les classes populaires ni les classes moyennes, qui toucheront ceux qui peuvent payer. Et c'est ainsi qu'on équilibrera les choses, tout en essayant quand même de mieux gérer, de mieux dépenser, et de dépenser moins si c'est possible. Plus d'impôts pour la réduction des déficits publics ? Ça vous laisse sans voix ? Jean-Paul Huchon est dans son rôle quand il dit ce qu'il dit ce soir. Vous venez de gagner très largement, dont acte. Pour l'instant, nous ne savons rien des projets précis du gouvernement. Nous allons la semaine prochaine avoir le discours de politique générale du Premier ministre, la première loi de finances rectificative. Nous allons rentrer dans les choses sérieuses. Et les choses sérieuses ne s'arrêteront pas dans cette session de juillet et semble-t-il du début août. Elles se poursuivront à l'automne avec la loi de finances. Il ne vous a pas échappé que l'Europe turbule beaucoup, que la conjoncture aux États-Unis est extrêmement incertaine, que le monde entier retient son souffle. Nous ne sommes pas dans une bulle. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Jean-Paul Huchon. L'immense majorité de vos électeurs n'a pas entendu du tout le message de l'effort et de la réduction des dépenses publiques. Moi, je constate que partout, la plupart de vos électeurs s'attendent à ce qu'on relâche les vannes de la dépense publique. Ne croyez pas ça. Les électeurs qui ont voté socialiste, ils n'étaient pas satisfaits de ce que les sacrifices ou les efforts demandés ne soient pas équitablement répartis. Mais ils sont prêts à des sacrifices et à des efforts dès lors qu'il y a de la justice. On verra. Alors, mais non, mais voyons dès maintenant, quand on dit que les ennuis commencent, on pense au premier casse-tête immédiat du gouvernement qui doit trouver 10 milliards d'euros pour atteindre les objectifs de réduction des déficits publics cette année. Est-ce que vous avez une piste, Jean-Paul Huchon, à proposer au gouvernement qui se creuse vraiment la tête pour ces 10 milliards ? C'est la poursuite de la réduction des niches fiscales, c'est l'abandon des réductions de cotisations sur les heures supplémentaires. Enfin, il y a largement de quoi faire. Ces 10 milliards ne me paraissent pas poser de problème dans l'immédiat. Ce qui ensuite doit être réalisé. Ça sera plus compliqué après. Non, ce qui doit être réalisé, c'est la baisse de 25 milliards des dépenses et puis la garantie que l'on sera à l'équilibre des comptes publics en 2016 ou
avant précisément, est-ce qu'il n'y a pas des domaines où il est possible de faire des économies? Par exemple, la défense. Irréaliste. La défense, vous savez, je n'ai jamais pensé que les dépenses de défense devaient automatiquement être sacrifiées de ce point de vue-là. On dit que le budget de la défense est convoité par la gauche. Oui, je suis assez gaulliste moi là-dessus. Je pense que très bien. quand on est, non mais quand on est dans un moment très difficile. Le Congo, la Côte d'Ivoire, etc. Et quand on est soumis aux nouveaux risques, les terrorismes, etc., on s'aperçoit qu'en réalité, il ne faut pas baisser la garde. Moi, j'ai une question extrêmement simple. Vous allez recréer 60 000 emplois dans l'éducation nationale. François Hollande a dit là, il y en a 1000 pour la rentrée. Que nous allions baisser les emplois ailleurs. Où est-ce qu'on les baisse? Mais il faut faire un examen attentif mais attendez, et avec les intéressés, ce qui était à mon avis, je vais dire, je voudrais pas employer ce mot, mais presque stupide, c'était cette idée, un emploi sur deux, quoi qu'il arrive. Or, vous savez bien, avec Guémard, que des policiers, on en a besoin, et notamment en Seine-Saint-Denis et ailleurs dans ma région, que des instituteurs, il en faut, que les infirmières, on n'en a pas encore assez, donc il faut voir ailleurs. De quoi on a trop, concrètement? Moi, je ne suis pas comme vous, je ne pense pas que les emplois publics soient aujourd'hui, comment dirais-je, un déficit profond pour le pays. Je crois qu'il y a des emplois qu'il faut, il faut compenser. Il faut compenser par une activité, ce qu'on appelle le redressement productif, si vous voulez, et créer des richesses. Et il faut aussi que les impôts rentrent. Or, les impôts ne rentrent pas parce que nous sommes... Ils vont tout couvrir, ces impôts, Jean-Paul Luchon. Que d'impôts, combien? Les impôts ne rentrent pas parce qu'il n'y a pas de croissance et parce qu'il n'y a pas de diffusion du pouvoir d'achat et qu'il n'y a pas non plus d'investissement des entreprises. Moi, je pense que le choc psychologique, il est en train de se produire. Je trouve les gens beaucoup plus calmes maintenant qu'il y a quelques semaines. Mais il faut ensuite voir. Moi, je suis inquiet. Vous avez apporté de la sérénité? Non, oui, je suis inquiet d'une seule chose, mais c'est une inquiétude lourde. C'est comment on sort de la crise de l'euro et notamment du cas grec. Et là, il faut de la solidarité et il faut qu'on soit capable, y compris, de remettre certaines dettes. Après, on va parler de la bataille des postes aussi qui s'annonce à droite comme à gauche. Je pense que la vraie question, c'est ce que j'ai dit au début de ce propos, c'est l'environnement européen et mondial. On sait bien que l'Europe est en limite de décrochage. On sait bien qu'on ne sortira de cette crise européenne que si on fait davantage et mieux d'Europe. Par exemple, sur le contrôle et l'animation du secteur bancaire, et ensuite sur une certaine forme de mutualisation des dettes publiques. Et il ne faut pas voir ça de manière économique, technocratique, financière, mais voir ça de manière très politique. Nous sommes dans un monde où l'Europe est la bonne taille pour peser dans les affaires du monde face aux pays émergents, Brésil, Chine, Inde et bientôt beaucoup d'autres dans la décennie qui vient, par rapport aux États-Unis, et il faut refonder un pacte européen. Et dans cette question, il ne s'agit pas de faire de la morale par rapport à la situation grecque ou par rapport à la relation avec l'Allemagne. Il faut tout simplement, avec nos amis allemands, être les éclaireurs d'une nouvelle Europe politique. Monsieur Huchon est d'accord, on va donc pouvoir passer au nouveau paysage. Je serais d'accord pour dire que nous avons besoin, comme l'a dit d'ailleurs la chancelière Merkel, et je pense que ça a été droit au cœur de François Hollande, parce que lui, au fond de lui-même, il est quand même plus fédéraliste que les autres dirigeants socialistes. Il faut aller vers plus d'Europe politique, plus de volonté politique, et bien entendu, une gouvernance économique plus forte. Alors, le nouveau paysage politique et la bataille des postes, Jean-Paul Huchon, une majorité absolue, franche, sans conteste, on l'a dit, on l'a beaucoup rappelé, tous les pouvoirs sont entre vos mains. C'est une situation anormale ou du moins exceptionnelle pour un président qui se dit normal. Est-ce qu'il y a des risques ? Écoutez, les risques, ça serait que les socialistes succombent à une espèce d'euphorie et se croient tout permis. Mais honnêtement, je ne les sens pas du tout comme ça. Et je vais vous dire, j'en ai vu pas mal des gouvernements. Et comme vous dites, je suis un rocardien ancien, etc. Et donc, je me suis toujours méfié des emballements et autres. Et je ne les vois pas, ces emballements. Je ne les vois pas et je suis très étonné et à vrai dire, impressionné par le caractère raisonnable de la campagne du président Hollande et de l'installation du gouvernement.
Hervé Guémard, à droite, l'heure est à l'introspection. Est-ce que vous vous posez vraiment ces questions? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Quelles sont nos valeurs? Est-ce que ce ne sont pas les sujets du bac, je précise, ce sont vraiment les sujets sur lesquels vous planchez en ce moment? Ah bah, pas que en ce moment, tout le temps. Il se trouve que j'ai écrit ces dernières années un certain nombre de livres et d'articles, et je pense que la politique, c'est d'abord une affaire de conviction et de valeurs. Oui, pour moi qui suis gaulliste et républicain, j'ai toujours pensé que c'était d'abord la force des idées et des projets qui devaient mener l'engagement politique et pas des intérêts tactiques à la petite semaine. Donc, ce que le Charles de Gaulle a résumé par des valeurs, une certaine idée de la France. Il faut un recentrage des valeurs vers le travail, la responsabilité et l'autorité. Il faut revoir ces valeurs? On pourrait en parler pendant des heures. Ah, j'ai dit l'automne dernier que je trouvais la voix de l'UMP trop métallique. Bon. Et je pense vraiment qu'il faut que dans ce travail de reconstruction, nous redéfinissions le socle de nos valeurs. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je suis candidat à la présidence du groupe UMP de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez cette fois-ci plus de chance que la fois dernière? On verra. Je veux dire, le combat politique est un combat. Est-ce que vous savez, avant de vous présenter... Quand on rentre dans un combat, on le sait. Non, on ne le sait pas. Quels sont vos atouts, vos différences par rapport aux autres candidats? Je pense que j'ai un projet très clair, c'est que je pense que le groupe parlementaire doit être d'abord un pôle de stabilité et ne doit pas être pris en otage dans le cadre du débat à venir sur la présidence de l'UMP l'automne prochain. Je pense ensuite que ça doit être un pôle d'opposition, vous l'avez dit vous-même, la gauche a tous les pouvoirs et les autres, je dirais, donc il n'y a que ce groupe d'un peu plus de 200 députés à l'Assemblée pour porter une voix différente dans cette France rose à tous les points de vue, et puis ça doit être un pôle de reconstruction, parce que qui mieux qu'un parlementaire qui laboure le terrain, qui connaît la France, qui est spécialiste de nombreuses questions, est mieux à même de redéfinir un projet. Voilà pourquoi je suis candidat. Projet contre les fillonistes et les copéistes? Non, pas contre. Pas contre, mais pas avec, je en pense... tous les cas, non plus, non, puisque pas contre. vous proposez d'être la solution pas de contre. neutralité, si j'ai bien compris. Oui, je pense que le groupe doit être un pôle de stabilité. Alors, Jean-Paul Huchon, oui. Je veux pas vous me mêler. Lui souhaiter bonne chance. Je ne veux pas me mêler des affaires de l'UMP. Ça serait vraiment trop prétentieux. Mais je dirais quand même qu'il commence à se dire ouvertement à l'UMP que la campagne de Nicolas Sarkozy est en effet cette espèce de droitisation mécanique, comme l'a dit tout à l'heure Hervé Guémard. Je ne sais pas si c'était métallique. Métallique, ça lui a laissé un goût amer. Voilà, exactement. Je crois que ça a été vraiment remis en cause. Et je vois par exemple que Roger Carucci, qui est toujours dans mon assemblée régionale, qui est mon adversaire, si j'ose dire, éternel dans cette assemblée, lui-même éprouve le besoin de créer un rassemblement gaulliste. Ça veut donc dire, on revient quand même aux valeurs. Et c'est important, ça, qu'il y ait des gaullistes, il y ait des membres de l'UMP qui veulent revenir à la fondation. Puisque vous analysez ce qui se passe à droite, et votre candidat à la présidence de l'Assemblée nationale, quel profil doit-il avoir, selon vous? Il faut qu'il soit... je pense qu'il faut qu'il... d'abord. Peut-être une femme, puisque vous parlez tout à l'heure de la féminisation. Non, écoutez, il peut être une femme ou un homme. Moi, je crois que ça sera, de toute manière, celui qui sera élu aura de la qualité et de la valeur. Je crois qu'il faut en tout cas avoir une vraie habitude de la pratique d'assemblée. C'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui ont été beaucoup plus dans des fonctions, je dirais, presque ministérielles ou même technocratiques. Et puis, je pense qu'il faut quelqu'un qui ait à la fois des convictions ancrées, mais de la convivialité et une capacité à parler à tout le monde. Vous avez deviné, Hervé Guémard, il s'agit de Claude Barthelone? Je pense que Claude a de grandes qualités. C'est dit. Vous soutenez donc Claude Barthelone. Merci beaucoup Jean-Paul Huchon et Hervé Guémard d'avoir été nos invités à la suite de votre édition spéciale. Elle se poursuit bien sûr. Dans un instant, nous accueillerons les éditorialistes François Dorcival de Valeurs Actuelles, Laurent Geoffrin du Nouvel Observateur, Patrick Roger du Monde. Et parce qu'il faut, vous serez d'accord avec moi, toujours une touche d'humour et surtout en politique, on accueillera le caricaturiste Tinius qui sera avec nous. Mais d'abord, revenons sur cette majorité de la gauche à l'Assemblée nationale. On l'a dit, elle est absolue, elle est claire, elle est nette, cette majorité. Mais la gauche ne dispose pas des 3/5 nécessaires pour modifier la Constitution, ce qui pourrait, vous allez le voir, compromettre l'un des projets de loi emblématiques de François Hollande, c'est le droit de vote des étrangers aux élections locales. On voit tout cela avec François Goulin. C'est sur une simple question d'arithmétique que François Hollande risque de buter. S'il veut modifier la Constitution, il lui faudra réunir à Versailles, dans un Parlement convoqué en Congrès, les 3/5 des suffrages. Mais le compte n'y est pas, il manque à la gauche 35 voix pour arriver à ses fins.
Pourtant, François Hollande a promis de modifier la Constitution sur de nombreux points lors de la campagne présidentielle. Le projet le plus emblématique, le droit de vote aux élections locales pour les étrangers résidant en France depuis plus de 5 ans. Le candidat a également évoqué la réforme du statut pénal du chef de l'État, ainsi que l'introduction dans le texte des principes de la laïcité ou la suppression du mot race. Lors du débat d'entre-deux tours, le candidat Hollande avait prévu cette difficulté, soulignant que la majorité des 3/5 ne serait atteinte qu'avec les voix d'une partie de la droite et du centre. S'il n'y a pas de majorité, ce sera au peuple français de pouvoir en décider, avait-il ajouté. Un référendum donc, c'est la seule possibilité qu'il reste au chef de l'État. Et pour l'analyse, avec nous sur le plateau du 22h, Laurent Geoffrin, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous, directeur de rédaction du Nouvel Observateur. Avec nous également Patrick Roger du Monde. Bonsoir, Patrick, merci d'être là. François Dorcival est avec nous. Bonsoir François. Bonsoir. Éditorialiste à Valeurs Actuelles. Et je vous l'avais dit, il faut de l'humour toujours. T-News, caricaturiste auprès de Charlie Hebdo notamment. Bonsoir T-News, vous allez bien? Vous êtes inspiré par cette séquence électorale politique? Je ne sais pas, on va voir. On va voir. Alors François Dorcival, quelle gauche s'apprête à diriger le pays? Est-ce que ce sont les socialistes ou est-ce que ce sont les sociodémocrates? Voilà. Ici, ce sont les socialistes qui ont intégré le centre de François Bayrou, le centre-gauche de François Bayrou. Ce seront en effet des sociodémocrates. En réalité, ce sont des socialistes qui ont tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Sauf que, en fait, on sait bien que les choses se décident à Bruxelles, se décident à Berlin, se décident dans les sommets européens, etc. Donc, effectivement, ils ont tous les pouvoirs avec la contrainte extérieure. Quand on emprunte 500 millions d'euros par jour, eh bien, on est forcément peu indépendant. Ils ont tous les pouvoirs, mais les mains liées. Et voilà. Laurent Geoffrin, vous n'étiez pas d'accord? Pas tous les pouvoirs? Pas du tout, c'est normal. Oui, évidemment, quand j'entends ça. Comment ça? Pourquoi? Tous les pouvoirs, ça veut rien dire. Ils ont les pouvoirs réguliers que l'élection leur a conférés. Les élections. Oui, mais attendez. Les élections. En 81, la gauche n'était pas majoritaire au Sénat, ils ont le Sénat en pas plus. autant de collectivités, jamais sous la mais c'est 5e pas tous les République. pouvoirs. Tous les pouvoirs, ça voudrait dire qu'ils peuvent exercer un arbitraire, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas du tout faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont d'abord la Constitution. Ils ne peuvent pas la changer puisqu'ils n'ont pas les 5e. Et donc c'est une limitation. Et il n'y a pas de risque, à mon avis, de dictature du PS, n'est-ce pas? Je n'y crois pas. Alors eux qui avaient dénoncé l'hyper-présidence... agiter cette... alors je vais faire une comparaison en plus. S'ils font ce qu'ils ont dit, ce qui n'est pas encore tout à fait sûr, mais enfin il y a quand même une chance, ils s'interdiront d'empiéter sur le pouvoir judiciaire d'une part, enfin, ils l'ont promis, et sur le pouvoir médiatique d'autre part, ce que Nicolas Sarkozy ne faisait pas. Il empiétait sur la justice et sur les médias. Il intervenait dans les médias, notamment par la nomination. Non, la gauche n'est pas interventionniste du tout dans les médias. Attendez. S'ils font... une question. Non, mais je te réponds. S'ils font ce qu'ils ont annoncé qu'ils feraient, ils auront moins de pouvoir, beaucoup moins de pouvoir que Nicolas Sarkozy. Donc cette rhétorique sur ils ont tous les pouvoirs ne tient pas debout. Ah bon? Alors, Laurent Geoffrin va au courant de tout ce qui a été écrit. Vous ne serez pas victime de l'arbitraire socialiste. Ne vous inquiétez pas. Patrick Roger. Oui, moi j'ai envie de faire un rêve. C'est que, effectivement, pour changer la Constitution, il va falloir 3/5 des parlementaires. Et bien qu'on arrive à changer la Constitution, à faire des avancées démocratiques dans le fonctionnement de notre régime républicain, parce que les socialistes, conscients du fait qu'effectivement, ils ont toute une série de leviers, mais ils n'ont pas les 3/5, eh bien, vont être amenés à composer avec un certain nombre d'autres forces pour faire évoluer ce régime démocratique, ce régime républicain. C'est un rêve, on l'a bien compris, mais il peut virer au cauchemar parce que sur le droit de vote des étrangers aux élections locales, ça va être compliqué quand même, reconnaissez-le. Mais je crois que ça l'arrange. Ça arrange François Hollande? Et oui. Parce que c'est un projet qui n'est pas du tout essentiel au fonctionnement de la République et qui risque plutôt de le gêner qu'autre chose. Donc il y a d'autres urgences. En revanche, on pourrait imaginer qu'il y ait d'autres réformes constitutionnelles qui donne un peu d'oxygène à notre fonctionnement démocratique. Vous êtes rêveur ce soir. Oui, mais vous êtes optimiste.
Oui, mais vous avez raison. Vous avez raison. Non, mais je trouve que le référendum est aussi un mode de consultation du peuple absolument républicain et démocratique. Donc il peut se passer des 3/5 en allant au référendum. Tout de même, François Dorcel, c'est un mandat hors norme accordé au président Hollande, même si je vous l'accorde. Une responsabilité hors norme. Une responsabilité hors norme. Ailleurs en Europe, personne ne bénéficie d'une telle situation. C'est aussi pour lui personnellement l'aboutissement d'un marathon politique et électoral entamé lors des primaires socialistes. Quel regard sur ce parcours ? Oui, mais même avant les primaires. Il a entamé ça au mois de janvier 2011. Et effectivement, il est arrivé à son objectif sans commettre d'erreur, puisqu'il a gagné et qu'il a gagné 4 fois. C'est-à-dire aux 4 tours de cette élection présidentielle, puisqu'elle rejoint en fait institutionnellement la présidentielle elle-même et les législatives. Et ceci confirme chaque fois le même mode. Donc voilà ce qui est pour lui. Maintenant, les choses sérieuses commencent, effectivement. Nous allons voir, nous avons vu entre les 2 tours des choses assez rigolotes d'ailleurs le concernant, et puis nous allons voir comment il affronte les problèmes qui sont à résoudre Laurent maintenant. Geoffrin, dans votre édito, vous dites que François Hollande a pu dire hier, les ennuis, c'est maintenant. Oui, non, oui, c'est ça. Oui. Enfin, j'ai lu. Hein. Non, parce que la citation d'origine, c'est « Enfin, les ennuis commencent ». Une citation de Blum. C'est pas Blum, c'est Braque des Rousseau. Ah, bah, d'accord. C'est pas encore tranché, je sais pas. Mais les ennuis, c'est bien pour maintenant. Souvent à Blum, là, c'est tranché. Braque des Rousseau, c'est un autre socialiste. Revenons aux ennuis. Les ennuis, bien sûr, les ennuis, mais ils sont connus d'avance. Je ne comprends pas enfin, je comprends très bien l'argumentation de la droite, mais enfin, comment dire, elle n'a pas beaucoup de substance, qui consiste à dire maintenant on va nous annoncer la rigueur. Mais ça fait 1 an qu'elle est annoncée, la rigueur. Même dans la primaire socialiste, il y a eu une discussion entre Martine Aubry. On a vu aussi les annonces, les premiers pas du quinquennat de François Hollande. On ne peut pas parler de rigueur dans ce qui a été annoncé. Pourquoi? Ce sont des dépenses très modérées, très mesurées. Bien sûr. Mais les Espagnols et les Grecs doivent s'arracher les cheveux si ça, c'est de la rigueur par rapport à ce qu'ils vivent. Mais non, les Espagnols et les Grecs, on leur a infligé la politique que Dorcival propose, c'est-à-dire l'austérité. Ah bon? Mais oui, bien sûr. Ah bon? Ou la droite. Non, la réduction des dépenses publiques. La réduction des dépenses. Oui, c'est ça. On leur a infligé l'austérité, que vous appelez de vos voeux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'appelle rien de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Les salaires ont baissé de 20%, et le chômage a bondi. Ouais. Et la dette, on ne peut toujours pas la rembourser. Donc c'est une politique catastrophique. Voilà, celle que propose la droite française au pays, qu'elle n'a jamais appliquée d'ailleurs elle-même, puisque c'est elle qui a creusé le déficit. On va voir ce que la gauche va faire. Il y a quand même un paradoxe dans cette affaire, c'est que si on reprend l'histoire des 20 dernières années, c'est toujours la droite qui a augmenté le déficit, et c'est toujours elle qui critique la gauche sur ce thème. C'est quand même incroyable. Sous Jospin, le déficit a été réduit, et vous allez voir que sous Hollande, il le sera également. Parce qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Ça nous permettra dans 5 ans ça vous permettra d'approuver cette politique, c'est très bien. 5 ans, mais est-ce que c'est pas avant d'ailleurs, Patrick Roger, il y a combien de temps François Hollande pour mettre en marche, en application ce changement? 5 ans, pas si sûr, 2 ans, parce que dans 2 ans, il y a des élections très importantes, intermédiaires. Il y a les sénatoriales, je vous sens très dissipé ce soir. Il y a les sénatoriales. C'est pas 3 ans? Il m'avait semblé qu'on avait repoussé les municipales, non? Les sénatoriales, en tous les cas. Les municipales 2014. vont avoir lieu en 2014, avant les sénatoriales, parce que ça me semble très compliqué de différer les municipales après les sénatoriales. Donc je pense que 2014 sera l'année municipale, sénatoriale, et 2015 en revanche régionale, cantonale. Puisque vous parlez du Sénat, où la gauche, je rappelle, n'a que 6 voix d'avance sur la droite, est-ce que les batailles sur certains textes vont être très rudes ici? Ça va se passer? C'est ça. Enfin, franchement, moi je trouve que c'est un des intérêts de cette situation. Effectivement, on dit tous les pouvoirs, etc. Mais à l'Assemblée nationale, le PS s'oriente vers un groupe majoritaire. On ne sait pas encore quel contour il aura. Les radicaux de gauche veulent avoir leur groupe. Bailey encore ce soir se disait déterminé à avoir son propre groupe. Bon, mais le PS aura globalement les mains libres à l'Assemblée nationale. En revanche, qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est ici, au Sénat, qu'un certain nombre de débats politiques internes à la gauche vont se trancher. Vous le savez bien, parce que ici, on a grosso modo 3 groupes charnières, les radicaux de gauche, enfin les RDSE, oui, comme on les appelle ici, ELV, Europe Écologie Les Verts, et puis le Parti communiste, qui vont à ce moment-là essayer de
peser sur tel ou tel aspect des arbitres des textes. risquent d'être les communistes. Est-ce que c'est pour cela, Laurent Geoffrin, qu'on a entendu certains ténors de la majorité, comme François Rebsamen, proposer l'entrée au gouvernement des communistes afin d'être plus ou moins sûr de pouvoir compter sur eux au Sénat lorsqu'il s'agira de faire passer des textes? Le but, c'est de compter sur eux en général. C'est plus simple d'avoir des gens dans le gouvernement, parce qu'au Parlement, ils ne peuvent plus faire grand-chose, ou à moins de sortir du gouvernement, ce qui est une opération difficile. Mais c'est beaucoup moins important qu'avant, vu que de toute façon, ils n'ont pas besoin de ça pour gouverner. C'est quand même très, très négligeable. Très négligeable, parce que même si la domination du Parti socialiste, où que ce soit, est totale. Donc, naturellement, il faut des négociations, il faut parler, discuter, concerter avec les alliés, etc. Enfin, tout ça, c'est de l'affichage. Les projets de loi seront votés, point. Négligeable, mais symbolique, parce que oui, ensuite on voit, c'est toujours parlementaire. Effectivement, ça se jouera toujours à la marge, mais bon, ça permettra à telle ou telle tendance d'exister à tel ou tel moment. Alors, messieurs, puisque nous avons parlé du PS et de ses pouvoirs, nous allons parler de la droite. François Dorceval, quand elle se regarde dans un miroir, la droite, qu'est-ce qu'elle se dit depuis hier et ce soir? Qui suis-je? D'abord, elle se dit une chose. Hier, c'est que ses électeurs, pour une bonne part d'entre eux, ne se sont pas déplacés. Ils ne se sont pas déplacés. Pour quel motif? À La Rochelle, ils sont déplacés. C'est ce que j'allais dire. Participation à La Rochelle très supérieure à ce qui est la moyenne du territoire national. Le taux d'abstention, on le sait très bien, 44% sur le territoire national, à La Rochelle, 36%. Ça veut dire que là, quand la droite veut en effet obtenir un résultat, elle se déplace et elle fait battre Royal. Ça n'était pas le cas ailleurs, loin de là, très loin de là. Donc, entre la présidentielle et ces législatives, les dirigeants de droite doivent se dire une chose, les électeurs de droite, pour une partie d'entre eux, naturellement, c'est ce qui fait la différence au scrutin majoritaire, se sont dit, les socialistes sont là, ils le veulent, eh bien, qu'ils soient sans excuse sur le gouvernement. Et l'introspection, alors, Laurent Geoffrin, quel est le principal défi de l'UMP? Est-ce que ce n'est pas aussi de retrouver son identité? Elle a une identité double maintenant. Il y a une partie de droite classique, républicaine, gaulliste, démocrate chrétienne éventuellement. Et puis il y a une autre partie qui veut absolument reprendre les thèmes du Front National, pas entièrement évidemment, mais quand même pour une bonne part, notamment sur la question de l'immigration et de l'identité nationale. Et ils devront trancher entre ces deux orientations. C'est très difficile pour eux. Hein. Genre, moi je préfère la première, mais si je fais abstraction de l'opinion des gens qui ne sont pas de l'UMP, c'est très difficile parce que ni l'une ni l'autre des stratégies n'a donné de preuve d'efficacité. Sarkozy a droitisé de manière extraordinaire son discours en fin de campagne, il a limité les dégâts, mais enfin il est quand même battu, et le même discours qui a été maintenu ensuite pour les législatives a abouti à des échecs retentissants comme Morano, comme Guéant, et puis à la division par deux du petit groupe de la droite populaire qui était le plus proche du Front National sur le plan des idées. Donc il n'est pas clair que la droitisation soit si efficace que ça. Oui. Donc ils vont avoir une difficulté. Cela dit, les électeurs, eux, je termine juste ça, les électeurs, eux, manifestement la porosité entre les deux électorats est beaucoup plus grande. Elle s'est beaucoup plus manifestée cette fois-ci que les autres fois. Au fond, on a un cas particulier par élection. Ce que dit Laurent Geoffrin, c'est ce qu'on dit d'une manière générale, parce que cette histoire de droitisation, on l'a collé à Sarkozy pendant des mois et des mois. Et des mois et des mois. Bon, il n'empêche que c'est ce qui l'a conduit à être donc assez proche du résultat à la présidentielle. Michel Alliot-Marie, elle est battue, elle n'est pas battue à cause de ça. Quant à Claude Guéant... Nadine Morano, à cause de la Tunisie, c'est autre chose. Et puis de l'usure. Mais l'usure, mais Laurent Fabius, il était élu François Dorceval, regardez, Nadine Morano, Claude Guéant, les tenants quand même de la droitisation ont été battus. Claude Guéant, très intéressant Claude Guéant. Par qui il est battu? Il est battu par l'équivalent de Falorni dans les Hauts-de-Seine, le gars qui était le patron de... Et voilà, exactement. Et pour ajouter à ce que dit Patrick Roger, ce sont évidemment les socialistes qui se sont portés sur le dissident pour faire battre Guéant. Voilà comment il est battu, Guéant. Il n'est pas battu parce que c'est la droitisation. Patrick Roger, c'est votre analyse aussi? Je pense aussi que l'UMP, là, aujourd'hui, est en quête d'identité. Elle se rend compte aujourd'hui que
l'opération, la création de l'UMP en 2002 n'a pas forcément été un choix. Enfin, c'est sur ça que va porter le congrès de novembre. Est-ce que le choix d'une création, enfin d'une formation unique de la droite et du centre a été un bon choix, tout simplement. Aujourd'hui, l'UMP s'interroge sur ça. Et c'est pour ça que Copé apparaissait comme étant en situation très très favorable pour reprendre la présidence. Mais ayant collé à cette stratégie aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir des remises en cause très très profondes. Eh bien, nous les commenterons ensemble. Merci beaucoup Patrick Roger, Laurent Geoffrin, François d'Orcival et Tignos. Restez avec nous. On va continuer à cette édition spéciale. Bien sûr, dans un instant, nous accueillerons Frédéric Dabi, qui est directeur général adjoint de l'IFOP. Nous évoquerons ensemble le destin des personnalités emblématiques du scrutin et les conséquences qui en découlent. Mais d'abord, on va parler de ces personnalités. Elle en fait partie. Son nom lui a apporté, on ne peut pas le nier, une forte médiatisation. Marion Maréchal Le Pen, qui fait son entrée à l'Assemblée, en est la Benjamine, petite fille de Jean-Marie et nièce de Marine. Elle a 22 ans. Elle fait revenir le Front National sur les bancs du Palais Bourbon. On regarde son portrait et on en parle juste après. C'est la bise d'un grand-père fier de sa petite-fille. En remportant la 3e circonscription du Vaucluse, Marion Maréchal Le Pen, 22 ans, devient la plus jeune députée de la Ve République et permet au FN d'entrer après 14 ans d'absence au Palais Bourbon. Nous avons toutes les raisons d'être fiers de nous. Fiers d'abord de nos résultats, à la mesure du travail que nous avons fourni. Intronisée en mai par Jean-Marie Le Pen, l'étudiante en droit n'a eu que quelques semaines pour battre le pavé de Carpentras entre 2 examens à Paris. Née le 10 décembre 1989, Marion Maréchal Le Pen est tombée toute jeune dans la marmite de la politique. Pour autant, elle insiste, elle n'est la marionnette de personne. J'ai grandi avec l'image de mon grand-père, après de ma tante, mais pour autant, nous sommes 9 petits-enfants. Il y en a d'autres qui seraient en âge éventuellement de s'intéresser à la politique, de militer, et pour autant ils ne le font pas. Ça prouve bien que c'est une démarche personnelle et que je n'y ai pas été forcée. Le 26 juin prochain, comme le veut la tradition, la Benjamine de l'hémicycle sera sur le devant de la scène, secrétaire de séance lors de la première session de la nouvelle Assemblée. Un honneur très emblématique pour le Front National et les débuts peut-être d'une longue carrière. Et avec Laurent Geoffrin, François d'Orcival et Tignos, on accueille Frédéric Dabi. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Directeur général adjoint de l'IFOP. D'abord, Marion Maréchal Le Pen, 22 ans. Elle crée la surprise pour le célèbre hebdo britannique The Time. Elle est, je cite, l'étoile montante du Front National. François d'Orcival s'attend de ses attachés à dépoussiérer l'image du parti. La relève est assurée. Oui, la relève est assurée. Elle a fait un très beau résultat à la présidentielle. 6 400 000 électeurs. Tout ça est vrai. Maintenant, la proclamation qu'elle faisait hier soir avait des accents un tout petit peu artificiels, parce que tout de même, entre la présidentielle et les législatives, il y a 3 millions d'électeurs du Front National qui sont allés se promener. Donc ils n'ont pas fixé, autant qu'elle le dit, les résultats sur le terrain. Il n'empêche que, oui, elle a, au fond, reconquis la situation du Front National qui était la sienne en 1997. Et nous avons eu des triangulaires. Ces triangulaires se sont traduites par des résultats extraordinairement différents d'un cas à l'autre. En 1997, c'était 50 sièges de la droite qui avaient été perdus à cause de cela. Cette fois, non, il y a des succès comme il y a des échecs. Frédéric Dabi, la voix des sondages. L'une des voix des sondages. Une des voix. Je vais partager ce que vient de dire François d'Orcival. C'est vrai qu'il y a une déperdition traditionnelle pour le Front National entre la présidentielle et les élections législatives. Là, la déperdition est moindre et c'est vrai que le FN a fortement pâti de l'abstention très forte. Record d'abstention au premier tour et au second tour. C'est clairement le FN qui en a pâti parce que ses électeurs sont moins allés voter. Et le ticket d'entrée pour le second tour, si je puis dire, a été beaucoup plus élevé. Il y a eu moins de triangulaires que prévu, mais ce qui est intéressant pour le Front National, c'est qu'il l'emporte seulement dans le cadre de triangulaires. Il ne parvient pas, du fait de son isolement, qui reste fort sur l'échiquier politique malgré la droitisation, malgré le rapprochement avec l'UMP, à sortir gagnant de duel, même si Marine Le Pen échoue de peu. C'est dans le cadre de triangulaires où les forces de l'UMP et du PS sont fixées que le FN, dans certains cas, peut réussir à l'emporter, mais il ne transforme pas l'essai, il faut le dire, de l'élection présidentielle.
Laurent Geoffrin, Marion, Marine, Jean-Marie, mais sur le fond, même discours, même programme, les idées sont les mêmes. Pas tout à fait. Ils ont édulcoré ou gommé l'aspect Seconde Guerre mondiale, Algérie française, antisémitisme, tout ce truc-là. Ça s'est passé mais le programme économique est bien là, c'est le même. Non, le programme économique est nouveau, il est plus en rupture. Le grand-père était plutôt libéral et là, ils sont plutôt dirigistes et souverainistes, quoi. Cégétistes, non, mais souverainistes. Mais sur le plan de l'immigration, alors là, l'obsession demeure la même. Et l'inquiétude, évidemment, c'est de voir un parti qui nous explique que l'immigration est à la source de tous les maux du pays, faire autant de voix. Ça, c'est très inquiétant, parce que c'est une espèce d'obsession démagogique et xénophobe qui est dangereuse et qui n'est pas républicaine. Parce qu'on dit toujours, oui, alors maintenant, ils sont légaux, donc ils sont républicains. C'est un sophisme. C'est pas parce qu'on est légal qu'on est républicain. Il y a par exemple des partis monarchistes en France qui sont tout petits mais qui existent et comme leur nom l'indique, ils ne sont pas républicains mais ils sont néanmoins légaux. C'est pas un argument ça. Ce qui compte pour être républicain, c'est d'adhérer aux valeurs républicaines. Oui, alors il y a une des valeurs principales, c'est l'ouverture. C'est l'accueil, c'est la volonté de réunir des gens d'origines différentes. C'est une tradition de la République, ça. On a tout dit sous la République. Non, la réalité, la réalité, c'est ce que veut dire l'électeur. L'électeur, il vote Front National parce que lui-même se fait une idée de ce que représente, de ce qu'incarne le Front National et son leader, ou ses leaders. Et donc c'est l'électeur qui, lui, fait le Front National. C'est pas le Front National qui fait l'électeur. Il faut lire le programme quand même. Oui, le programme. Bah, oui, le programme. Mais vous savez très bien, non, le programme qui était la sortie de l'euro et tout ça, ça n'est pas ça qui a fait le Front National. Ce qui fait le Front National, c'est en effet un problème d'identité. Et c'est ça qui s'est traduit dans les zones rurales. C'est une manière édulcorée de parler. Ça, moi aussi, je suis pour l'identité. On va parler d'une autre personnalité. Messieurs, Tinus, je voulais d'abord vous poser une question. C'est une nouvelle personnalité, Marion Maréchal Le Pen. Comment on arrive à croquer, à appréhender un visage? Est-ce que vous y arrivez déjà? Là, je vois que c'est pas très ressemblant si c'est elle. Non, là, ça, c'est son grand-père. C'est son grand-père. Mais non, elle est. Vous passez du temps sur la nouvelle personnalité pour les. Au début, oui, on en baffe toujours un petit peu. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un poids saillant du visage, un trait de caractère. Ce qui est marrant, enfin, ce qui nous fait rire, c'est que dans la famille Le Pen, sauf Marine Le Pen, mais sinon, la Marion, elle a une petite coquetterie dans l'œil. Ah, voilà. Donc, comme son grand-père en avait une grosse, j'ai l'impression que je sais pas, ça fait peur. Si elle finit borgne, ça Autre personnalité, c'est Royal. Royal l'a blessée, Ségolène Royal, battue à La Rochelle. On va l'écouter, on en parle juste après. La détermination est intacte, même si l'épreuve est très, très pénible. Parce que j'avais des objectifs bien précis qui avaient été arrêtés d'ailleurs dans un esprit de bon fonctionnement collectif des pouvoirs publics. Donc il faut que je reprenne un autre chemin. Et ce chemin, je le prendrai en étroite harmonie et coordination avec les responsables du pays. François d'Orseval, ce n'est pas n'importe quelle personnalité qui a subi un revers et une humiliation, à n'en pas douter. Elle cherchera à rebondir, mais la question, c'est où? Oui, elle avait déjà été humiliée dans des conditions à peu près semblables aux primaires du Parti socialiste. Bien. Elle s'est parachutée à La Rochelle. Je ne connais pas toutes les conditions de ce parachutage. Ça s'est mal passé et ça se termine très mal. Et évidemment, puisque Martine Aubry, Cécile Duflot, François Hollande, Jean-Marc Ayrault, etc., tout l'état-major du Parti socialiste s'était précipité pour mettre les projecteurs sur Ségolène Royal, évidemment, les électeurs de droite et socialistes ont fait front commun, si je puis dire, front républicain contre elle, à La Rochelle, ce qui aboutit à un résultat qui est désastreux pour elle. Donc, vous sous-entendez que c'est une ombre, une tache dans ce rose socialiste, peut-être, Frédéric David. Il y a effectivement la défaite de Ségolène Royal et celle de Jack Lang. Oui, alors, c'est vrai que ça a été un vote anti-élite, si je puis dire, avec le fait que les personnalités majeures du PS soient soutenues en Ségolène Royal. D'un autre côté, c'est très clairement
la droite, le centre et la droite de la droite qui a fait élire Olivier Falorni, même si il arrive en tête dans de nombreux quartiers populaires. Il est assez intéressant de voir que dans les enquêtes, IFOP avait fait une enquête d'opinion quelques jours avant qui donnait 58%, ça s'est terminé à 62%. Mais on voyait très bien que l'électorat de François Hollande allait quand même majoritairement sur Ségolène Royal et en revanche, plus de 80% des électeurs UMP, les électeurs de Nicolas Sarkozy au premier tour, c'est ce qui explique que Ségolène Royal, son malheur, ça a été d'éviter, plutôt de ne pas réussir à créer les conditions d'une triangulaire où elle aurait peut-être créé des résultats beaucoup plus serrés. De manière un peu plus large, si on prend le cycle 2007-2012, c'est intéressant de voir comme les trois grands vainqueurs, entre guillemets, de l'élection présidentielle de 2007, qui à eux trois, François Bayrou, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy ont fait 75% au premier tour, avec une participation de 85%. Chacun, François le disait, a subi de véritables affronts. François Bayrou est allé de défaite en défaite depuis la création du MoDem. Ségolène Royal a connu et est passé de ses 17 millions de voix à ses 7% aux primaires. Et Nicolas Sarkozy est le deuxième président à ne pas avoir réussi à solliciter un second mandat. Ségolène Royal, la femme blessée, Laurent Geoffrin saura à son tour rendre les coups. Il faut dire qu'elle a joué le jeu quand même depuis les primaires socialistes. Ségolène Royal, elle a été parfaite. Il y a une, je trouve, enfin, c'est peut-être un peu politiquement incorrect ce que je veux dire. Allez-y, allez-y. Je trouve que les partis devraient faire plus la police. Cette idée selon laquelle ce sont les électeurs locaux qui doivent tout décider, en toutes circonstances, est une mauvaise idée. D'abord, c'est pas l'esprit de la Constitution. On n'est pas député de son coin, de son bled, on est député pour l'ensemble de la nation. Et on doit voter des lois pour tout le monde, pas seulement pour les habitants de La Rochelle ou les habitants de Namur. Comment ? Ségolène Royal n'est pas forcément une parachutée. Donc, je trouve que les partis devraient conserver quand même 2 ou 3 prérogatives. S'ils considèrent qu'une personnalité est utile au Parlement, ils devraient pouvoir l'emporter sur les électeurs locaux. Alors, oui, ça c'est un vrai problème parce que... Comment fait-on ? On fait comme on faisait avant. Mais ils l'ont exclu, ils ne veulent pas le voir. Martine Aubry ne veut pas lui parler. Des adhérents d'un parti politique, l'IFOP a fait à gauche et à droite, la première attente, la première demande qu'ils expriment, c'est de pouvoir désigner les candidats aux élections, de ne pas se les voir imposer par Paris, même si je comprends ce que vous voulez dire. Mais il devrait y avoir un régime d'exception, de même que l'absence de Bayrou au Parlement est idiot. Vous parlez de lui, Bayrou. Déjà, régime d'exception. Bayrou, l'incompris, on va l'écouter, on en parle juste après. Ce choix va bien sûr changer la forme de mon engagement, à prendre le recul qui s'impose quand on n'a pas réussi, au moins momentanément, à convaincre les siens. J'ai perdu et nous avons perdu une bataille. Mais l'heure de vérité vient. La réalité va s'imposer désormais comme un juge de paix. Il se passera peu de temps avant que le peuple français ne comprenne vers quelles impasses depuis des années on l'a mené. Dessaoui de T-News, il est toujours dangereux. Royal et Bayrou, c'est pas moi. Laurent Geoffrin, dur destin d'un prophète incompris que celui de François Bayrou. La malédiction qui s'abat sur les tenants du parler vrai et de l'agir juste, on a l'impression que ça s'abat sur lui. Oui, enfin bon, ça tient au système électoral qui est excessif. Et c'est pour ça qu'il faut une dose de proportionnel. Il y aurait une dose de proportionnel, on ne parlerait pas de toutes ces affaires. On aurait des petits contingents de Front National. Vous vous souvenez de la une du Point en mars 2012, François Bayrou, le prophète? Je trouve que c'est un homme qui avait beaucoup de, enfin, qui a beaucoup de panache et de courage et qu'il a essayé de faire vivre en France pour la première fois depuis très longtemps un vrai centre, c'est-à-dire qu'il soit ni à droite ni à gauche, qu'il soit alternativement d'un côté ou de l'autre. Comment? Mais qui vote à la fin, mais enfin bon. Ah ben oui. Parce que sans oui, ça, vous qui vous défrise, j'ai pas. bien compris. Oui. C'est vrai qu'une des vraies conséquences de la séquence présidentielle législative, c'est une exacerbation de la bipolarisation et donc d'un véritable rétrécissement du centre. C'est 1,8 aux élections législatives, mais ça s'inscrit dans une série de défaites pour chaque élection à 2 tours. Et au-delà des jugements moraux, lorsqu'on regarde pour l'UMP qui à chaque élection à 2 tours a pâti de très faibles réserves de voix, les réserves de voix se trouvent plutôt du côté de sa droite que du côté de son centre. Souvenez-vous, le RPR et l'UDF qui faisaient plus de 40-45%. Il s'est fait harakiri, François Bayrou? Non, il ne s'est pas fait harakiri, mais ses électeurs, encore une fois, sont eux qui commandent. Il y en avait déjà un bon tiers qui était passé au Parti Socialiste ou chez François Hollande. Et donc, il a en quelque sorte suivi le mouvement. Ils avaient choisi. Il leur avait dit
en 2007 que j'hésitais avec Ségolène Royal, qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire, etc. Il a cru qu'il pourrait bénéficier de l'explosion du Parti socialiste et s'insérer dans ce mouvement. Ça n'a pas réussi, il a cru pouvoir le faire avec l'UMP, ça ne réussit pas. Mais en bon catholique, les socialistes ont manqué d'élégance dans cette affaire. On l'a souligné déjà, oui, mais en bon catholique, il doit croire en la transcendance, que l'heure de sa mort politique n'est pas arrivée peut-être. Il croit toujours en son destin, François Bayrou. À la résurrection. À la résurrection. Alors, autre personnalité, Nathalie Kosciusko-Morizet. On va entendre ce qu'elle a dit hier lors de sa victoire et puis on en parle juste après. Je crois que c'est surtout une victoire d'une ligne claire, d'une ligne de vérité à la fois sur ce que sont mes propositions, sur ce qu'est mon bilan, sur ce que sont mes projets, par rapport à un candidat qui a été celui de toutes les compromissions. Ici, on a vu la gauche recevoir le soutien de la présidente du Front National sans qu'aucun des dignitaires de gauche qui ont été nombreux à défiler dans la circonscription ne dise un mot. François Dorcival, NKM, l'ambitieuse qui crée la surprise et qui remporte son pari. C'est-à-dire que elle a créé la surprise, pourquoi? Parce qu'on l'a donnée battue en raison de la fatwa lancée par Marine Le Pen. Bon, ce qui est intéressant, c'est que dans sa circonscription, il n'y a eu que 37% d'abstention. Ce qui signifie qu'il y avait un enjeu autour de la personnalité de Nathalie Kosciusko-Morizet et que les Front National locaux n'ont pas été en mesure de l'empêcher de gagner. Donc ça a été intéressant. Ça veut dire que la droite s'est déplacée pour lui maintenir son siège. Elle pourrait aussi prétendre à la présidence de l'UMP, alors que beaucoup se déclarent, beaucoup de candidats. Quelle est son image, Frédéric Dabi? Et auprès des ténors de l'opposition, maintenant, elle est respectée, mais pas forcément appréciée. Alors, elle bénéficie d'une forte cote de popularité. Elle bénéficie d'une relativement bonne image à gauche, alors du fait de son image, je n'aime pas ce terme, bobo, mais aussi ses déclarations contre le Front National. Même si la campagne présidentielle l'a aussi accolé, associé à la droitisation de fin de campagne. Alors, sur sa victoire dans la 4e circonscription, une enquête de l'IFOP quelques jours avant le second tour donnait 51,5%. Ce qui était assez intéressant, c'était de voir qu'il y avait une majorité d'électeurs Front National, malgré la consigne de vote, malgré la fatwa, qui déclarait vouloir voter pour elle. Lorsqu'on voit les très faibles réserves de voix dont elle pâtissait à l'issue du premier tour, elle n'avait que 39%, mais très peu de candidats de droite autres que le Front National, elle a sans doute bénéficié de voix du Front National, d'électeurs du Front National. Un mot? C'est une femme courageuse, intelligente, intéressante. Elle jouera un rôle d'ailleurs dans la discussion sur l'identité de l'UMP, puisqu'elle incarne une aile plus républicaine de par son élection et évidemment, de par son avec livre. sa victoire, son ascension est confortée. Merci messieurs, merci Frédéric Dabi. Je vous garde encore François Dorcival et Laurent Geoffrin et T-News. Dans un instant, nous accueillerons Jean-Louis Gombault pour évoquer les défis à venir sur le plan national et sur le plan européen, puisque tout cela est lié déjà. On l'a vu hier, les choix des mots du Premier ministre, on a compris que le temps des efforts était venu. Le ministre de l'Intérieur n'a pas dit autre chose ce matin, mais Manuel Valls est allé encore plus loin en assumant le mot rigueur, mais le gouvernement l'assure, tout cela se fera dans un souci constant de justice. Les détails avec Elisa Bertolomé. Rigueur, le mot est lâché dès le lendemain des législatives. Ce n'est pas le ministre de l'économie, mais son homologue de l'Intérieur qui a franchi le pas. La rigueur, elle est nécessaire. En tout cas, l'effort de rétablir l'équilibre de nos comptes publics. Mais les Français ne peuvent accepter l'effort que s'il est partagé, que s'il est juste. Cet effort, le gouvernement devra le conjuguer en 2 étapes. D'abord, redéfinir le budget 2012. Le dérapage du déficit public contraint le gouvernement à trouver 10 milliards d'euros. Ensuite, prévoir le budget 2013. L'audit de la Cour des comptes, publié début juillet, devrait confirmer les efforts à faire en matière de réduction des dépenses de l'État. Si le gouvernement veut tenir ses engagements, une augmentation des impôts pourrait s'avérer nécessaire. Dans la réalité, on va augmenter une partie des impôts, une partie des Français, en essayant de les rendre à la fois plus justes, mais globalement, l'addition sera là. Et deuxième aspect, il y aura quand même, à l'évidence, une réduction de la part des dépenses publiques dans le PIB. C'est ce qui a été proposé dans le programme, de 2 points en 5 ans. À part Manuel Valls, le gouvernement rechigne à parler ouvertement de rigueur. Pierre Moscovici réfute toute politique d'austérité, préférant le mot « effort », un terme cher à François Hollande pendant la campagne présidentielle. Et on accueille notre chroniqueur, Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Nous sommes toujours en compagnie de Laurent Geoffrin et François Dorcival. On a beaucoup entendu le mot effort, difficulté à venir, Jean-Louis. Les socialistes avaient le triomphe modeste hier. À quoi nous prépare-t-il? Alors, le problème qui se pose tout de suite aux socialistes, et à tout le monde d'ailleurs,
c'est que la croissance, le peu de croissance que nous avions a quasiment disparu. On s'attendait à 0,5% de croissance, on a 0%. Entre 0,5% de croissance et 0% de croissance, il y a 10 milliards d'euros à trouver, que ce soit la gauche ou la droite, il y a 10 milliards d'euros à trouver. Ça, c'est le premier problème. Et donc, la façon dont va faire le gouvernement, c'est une augmentation d'impôts. Pourquoi? Parce que lorsqu'on augmente les impôts, les rentrées vont beaucoup plus vite que lorsqu'on baisse les dépenses qui mettent plus de temps à se voir dans les inscriptions budgétaires. Ces dépenses d'impôts, ces augmentations d'impôts, excusez-moi, elles sont déjà connues. On sait que l'IRPP va être porté à 45%, on sait que les revenus du capital vont être intégrés à l'IRPP, on sait qu'on va augmenter la taxation sur les banques et sur les compagnies pétrolières. Les Échos, le journal Les Échos nous annonçait ce soir une taxation de 3% sur les dividendes. Est-ce que tout cela va pouvoir faire 10 milliards d'euros d'ici à la fin de l'année? On le saura dans le collectif budgétaire qui nous sera présenté le 4 juillet. Puis il y a un deuxième aspect quand même qui est important au niveau des difficultés qui s'annoncent. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le gouvernement, enfin depuis que M. François Hollande a été élu président de la République, il y a une série de mesures, de dispositions qui ont été prises, qui sont plutôt populaires, notamment dans la gauche. Là, il va prendre des dispositions qui sont également populaires, mais avec des contradictions. Par exemple, on va augmenter le SMIC, on va donner un coup de pouce au SMIC. Ça va faire plaisir aux gens qui sont smicards, bien entendu, mais ça va en décevoir beaucoup parce qu'il ne va pas pouvoir le faire un coup de pouce très important. Il va annoncer également le plafonnement des tarifs médicaux. Alors ça va faire plaisir à beaucoup de gens, mais il y a beaucoup de médecins qui ne vont pas être d'accord avec ce système. Donc maintenant, on arrive à des choses positives qui ont des aspects négatifs à l'intérieur de l'application des 60 engagements du président de la République. François Dorcival, 10 milliards d'euros. Les arbitrages sont en cours. Les ministres sont très discrets. Qu'en savez-vous? Qu'est-ce que vous savez justement de ce qui se décide, de ce qui se trame en ce moment? Je ne sais rien de plus que ce qui est publié par nos confrères et ce qui surtout figure dans les engagements et le programme du président de la République et du Parti socialiste. Et les déclarations de Martine Aubry. Martine Aubry nous a dit avant les élections, ce qui était tout de même élégant, si je puis dire, de sa part, de dire qu'il y avait des marges de manœuvre fiscales considérables à trouver et que celles-ci existaient. Cela fait donc introduire l'idée d'augmentation massive d'impôts. Alors, je prendrai deux exemples. Premier exemple, les PME, qui sont une priorité de ce gouvernement. Les PME vont prendre de plein fouet la hausse du SMIC, des cotisations sociales, et ainsi que tout ce qui concerne les patrons de ces PME. Bon, de la même manière, on va supprimer les exonérations fiscales et sociales qui existaient sur les heures supplémentaires. Donc ces exonérations vont naturellement demander des compensations de la part des salariés qui en bénéficiaient. Et ceci va également peser sur les entreprises. Donc tout ceci ne sera pas très simple, en effet. C'est un juste équilibre à trouver, c'est ça le principal défi, Laurent Geoffrin? Tout le monde est préparé à ce qu'il y ait un effort général qui soit demandé à tout le monde, à commencer par les plus riches. Je ne pense pas que ça pose de problème politique fondamental. On a voté là-dessus. On a voté. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Donc on va le faire. Mais tout était clair tout était clair à l'avance? Bien sûr, tout est clair. Ils ont dit 42 000 fois, on arrivera à 3% en 2013. Et ensuite, on arrivera à l'équilibre à la fin du mandat. Ils ne peuvent pas faire autrement. Maintenant, ils ont une négociation avec l'Allemagne qui est décisive. Et s'ils ne montrent pas aux Allemands qu'ils font des efforts, il n'y aura aucun accord avec les Allemands. Donc déjà, c'est une obligation absolue. Et je pense que les Français le souhaitent. C'est-à-dire que les Français ne souhaitent pas qu'on continue à laisser filer les déficits de manière indéfinie. Et donc cette polémique... à écouter les gens de droite, il faudrait que le gouvernement fasse exactement le contraire de ce pourquoi il a été élu. C'est-à-dire qu'il abandonne la taxation des hauts revenus et qui sabre à l'aveugle dans les dépenses publiques, ce que personne ne réclame. Donc ils ne feront pas ça, ils ne feront pas le contraire de ce pourquoi ils ont été élus et ils réduiront de manière spectaculaire le déficit budgétaire. C'est ça qui va se passer. Le problème qui est posé, c'est de savoir si ces mesures-là vont aboutir à la réduction du déficit budgétaire. Parce qu'en réalité, ce que veulent les gens,
c'est pas qu'on augmente les impôts des plus riches, par exemple. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on résolve les problèmes. J'en reviens au début de votre discussion, au début de table ronde, lorsqu'il y a tous les pouvoirs à la gauche. Les gens s'en fichent complètement, tous les pouvoirs à la gauche. Tous les pouvoirs à la gauche, si vous pouvez résoudre les problèmes, je vous donne tous les pouvoirs. Donc, à mon avis, c'est un argument qui, politiquement, n'a pas pu porter dans la tête des gens. La question est de savoir si, en augmentant les impôts, sans s'attaquer dans un premier temps aux dépenses, on réduira le déficit budgétaire. Et ça, c'est une question économique qui est simple. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois que les gens, ils veulent quand même qu'on taxe les plus riches. Je crois quand même, au fond. Oui. Alors, de ce point de vue-là, vous avez fait un dessin qui est très symbolique. Regardez, il est superbe, le dessin de... Le gouvernement si socialiste... vous avez 10 milliards, s'il vous plaît. Le gouvernement socialiste a commencé par ça, en disant « nous allons réduire nos traitements de 30%. » Ensuite, ils ont pris un décret pour les patrons des entreprises publiques en leur disant « les gars, c'est fini, maintenant votre rémunération, elle est égale, peut être supérieure à 20 fois le plus bas salaire de votre entreprise. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci, ça veut dire vous voyez comme nous faisons, nous, des efforts, comme nous en faisons faire à nos patrons, alors maintenant c'est à votre tour d'en faire. Et ça, il n'est pas sûr que le public l'ait aussi bien compris que le disent nos amis de gauche. Jean-Louis Gombault, je vous emmène au Mexique, à Los Cabos, où se tient le sommet du G20. On est à l'heure grecque là-bas, malgré les craintes sur l'avenir, les inquiétudes qui ne se sont pas dissipées. Est-ce qu'à court terme, l'Europe a évité l'incendie grec, justement, avec ce vote en faveur des partis pro-européens? Qu'est-ce qu'on appelle le court terme? Pour la journée, oui. Le problème, c'est qu'au Mexique, c'est que l'Europe est en position d'accuser. C'est ça la question. Et à l'intérieur de l'Europe, l'Allemagne est la première accusée. Les Américains qui voient ça de très loin, je ne vous parle pas des Chinois et des Australiens, l'idée c'est, écoutez, vous résolvez le problème. Qu'est-ce que c'est cette histoire qui traîne depuis 3 ans? Nous, on a résolu la question de Lehman Brothers, on l'a mis en faillite. Ça a peut-être créé un bazar terrible, mais on a mis une croix dessus et c'est terminé. Alors, mettez-moi une croix sur la Grèce et que ce soit terminé, résolvez la question. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus compliqué de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés que les Américains peuvent résoudre leurs propres problèmes. Et la question est de savoir pour ce sommet du G20 si l'Europe va essayer de se sortir du fait qu'elle est le malade de l'Europe qui entraîne l'ensemble du monde de par le fond. Et ça, c'est pas du tout gagné. François Dorcival, on parle, j'allais vous appeler François Hollande, on parle d'Europe, oui, ça vous dérange pas? Je prends. Mais qu'en est-il de la relation entre Paris et Berlin? On parle beaucoup d'Europe. Qui va entraîner justement cette nouvelle Europe dont vous parlez, plus politique, etc. Oui, qui va entraîner. Il y a un pays qui produit, qui emprunte moins que nous, qui paye moins d'impôts que nous, et dont la tirelire n'est pas inépuisable, c'est l'Allemagne. Et donc l'Allemagne ne signera pas des chèques aux porteurs pour tous les pays du Sud, France compris, si elle n'obtient pas de contrepartie. Voilà, c'est tout simple. Je veux bien signer des chèques, mais à condition d'avoir l'assurance que vous réduirez vos déficits, vous réduirez votre dette et vous accomplirez donc les réformes qui nous paraissent souhaitable et nécessaire. Laurent Geoffrin, est-ce qu'il faut s'inquiéter de la tension dans les relations entre François Hollande et Angela Merkel? Beaucoup d'éditorialistes dans différents journaux soulignent cette relation crispée, tendue, voire parfois au bord de la rupture. C'est vraiment le cas? Il faut s'en inquiéter pour la relation franco-allemande? Non, tout va bien. Ce qui serait inquiétant, c'est que Hollande se rende avant d'avoir combattu, comme on dit. Et donc c'est normal qu'il y ait une tension, puisqu'ils ne sont pas d'accord au départ. Après, ce qui serait inquiétant, c'est qu'il n'y ait pas de compromis à la fin. Mais tant qu'il n'y a pas de compromis, il y a une tension. Cette tension est normale. Jean-Louis Gombault, cette tension aussi, elle est née d'un rapport, je crois, de 11 pages remis par François Hollande. Elle est antérieure. C'est-à-dire que François Hollande après discussion, a fourni ce rapport de 11 pages. Comment il a été reçu, perçu? Alors, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas eu communication avec la chancellerie, mais ce que je veux dire, c'est que quand on lit, par contre, j'ai lu les 11 feuillets, quand on lit les 11 feuillets, c'est un texte de conciliation. C'est un texte pour finir par se mettre d'accord. En lisant ça, on ne voit pas ce qui pourrait heurter véritablement Madame Merkel. Il y a un débat politique en France, et je le sens monter à l'UMP, sur cette question franco-allemande. Monsieur Copé l'a encore réaffirmé ce matin sur France Info. Il faut faire attention à préserver l'axe franco-allemand. Je crois qu'en France, il y a deux défauts. C'est l'idée, les Allemands ont toujours tort,
Et c'est l'idée, quand on entend un peu l'UMP, ils ont toujours raison. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas protester contre l'Allemagne. Et ça me paraît... Sinon, vous mettez en danger le couple. Mais vous avez également l'autre que vient de souligner François Dorcival tout à l'heure. Il faut que l'Allemagne paye de toute façon. Je crois qu'entre les deux conceptions, il y a peut-être des terrains d'entente à chercher. On peut donc discuter franchement, François Dorcival. Non, mais de toute façon, la discussion, elle est ouverte. Mais toutefois, en diplomatie, il faut être attentif et prudent. Que le président de la République française qui vient d'être élu aille chercher les sociodémocrates allemands, les Italiens, probablement maintenant, demain ce seront les Grecs, peut-être les Espagnols, pour essayer d'encercler l'Allemagne et de le montrer de manière publique, je ne suis pas certain que ce soit de bonne politique. Vous faites partie de ceux qui pensent que quand François Hollande a reçu les personnalités du SPD, il a commis une faute politique ? Écoutez, c'est l'avenir qui le dira. Nous verrons. La faute politique, je n'aurais pas pris ce risque, c'est vrai. Mais il l'a fait en connaissance de cause, et ceci ne concourt qu'à une chose, c'est énerver les Allemands. Est-ce nécessaire ? Merci messieurs d'avoir été nos invités. Jean-Luc Gombault, Laurent Geoffrin, François Dorcival et T-News qui finit sur un croquis de presque achevé, on le verra tout à l'heure, d'Angela Merkel. On arrive à présent à la dernière page et au dernier débat. Il ne faut pas énerver les Allemands, oui, de cette édition spéciale. Allez-y, exprimez-vous. Non, je sentais qu'il y avait un potentiel, mais j'ai pas réussi à le faire. Il ne faut pas énerver les Allemands. Il y a un potentiel, c'est vrai. Nous allons accueillir différents partis dans un instant, dont les Verts, représentés par Yannick Jadot, le Front National, représenté par Bruno Gollnisch, et le Front de Gauche, avec François Delapierre. Le Front de Gauche, vous le savez, il est composé du Parti de Gauche et du Parti communiste. Le Parti communiste qui ne prévoit pas l'entrée de ministres au gouvernement lors du prochain remaniement, qui devrait être limité. Mais alors, quelle sera leur place à l'extérieur? Partenaire, allié, indocile? Telle est la question. On voit cela avec Julien Cholin. Loyaux mais critiques. C'est l'attitude que le Parti communiste a choisi d'adopter à l'égard du PS. Dimanche, les socialistes sont parvenus à obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Résultat, aucune concession à l'égard du Front de gauche. Alors, Pierre Laurent l'a annoncé ce matin, il n'y aura pas de ministre communiste au gouvernement. Nous avons considéré ce matin au Conseil national qu'à nos yeux, les conditions n'étaient pas réunies pour entrer dans le gouvernement héros, tant que les propositions que nous avons portées ne sont nullement prises en compte. Et pour cause, avec seulement 10 députés Front de gauche, difficile de peser sur les décisions du gouvernement socialiste. Insuffisant également pour constituer un groupe à l'Assemblée. Le PS semble prêt à réviser le règlement intérieur de l'hémicycle pour abaisser le seuil à 10 députés, mais la disposition n'entrerait pas en vigueur avant plusieurs semaines, ce qui limiterait l'influence des députés Front de gauche lors de la session extraordinaire de juillet. Deuxième possibilité, c'est sur la base du socle des députés communistes et Front de gauche, sur cette base-là, pérenniser le groupe de la gauche démocrate et républicaine que nous avions constitué en 2007 avec d'autres députés progressistes. Une option déjà mise en place lors de la législature précédente, le groupe incluait notamment les 2 députés écologistes à l'Assemblée. Quant à André Chassaigne, il s'est d'ores et déjà porté candidat à la présidence du futur groupe. La suite de notre édition spéciale en direct sur Public Sénat avec nos invités à présent. François Delapierre, bonsoir. Bienvenue à vous, secrétaire national du Parti de gauche. Avec nous également Yannick Jadot, bonsoir. Bonsoir. Et député européen, Europe Écologie Les Verts. Et Bruno Gollnisch du Front National, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. D'abord, messieurs, comment envisagez-vous à présent votre rôle par rapport au Parti socialiste? Yannick Jadot, vous êtes des alliés aujourd'hui complètement intégrés? Non, certainement pas intégrés. Des alliés, oui. Des alliés constructifs, des alliés vigilants. On a fait ce choix en toute transparence au mois de novembre de passer un accord avec les socialistes, un accord programmatique, un accord électoral dont on bénéficie depuis dimanche, mais évidemment avec toute notre spécificité. Donc on mettra notre créativité, notre innovation dans ce gouvernement, comme dans la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais évidemment avec nos idées. Et donc tant que le cap sera le bon cap, il n'y aura pas de problème. François Delapierre. Nous avons nos propres propositions. Nous sommes une force autonome, mais ce n'est pas simplement le Front de gauche. Il y a 4 millions d'électeurs dans ce pays, au premier tour de la présidentielle, qui ont soutenu des mesures pour le partage des richesses, contre les traités européens d'austérité, pour la 6e République. Donc on va continuer à le défendre dans le débat public, dans le débat politique. Mais où justement, parce que les communistes, partout où ce refusent d'entrer au gouvernement.
partout dans les médias, dans la Dans le rue gouvernement, ça peut-être. n'aurait pas de sens parce que Dans ça la n'est rue pas l'orientation également du gouvernement. Il ne peut pas y avoir deux lignes à l'intérieur d'un même gouvernement. Dans les mobilisations sociales, dans les mouvements de la société, à l'Assemblée, là où nous avons des élus, partout où on peut faire avancer ses idées. Et Bruno Gollnisch? Nous serons dans l'opposition de façon résolue, paisible, mais pour montrer surtout que les solutions des problèmes de notre pays sont essentiellement des solutions nationales. Ça ne veut pas dire qu'on se désintéresse du contexte international. Ça veut dire que si on ne récupère pas la maîtrise de notre souveraineté, on ne pourra pas résoudre les problèmes très graves qui se posent à la société française. J'en profite pour dire que nous sommes une opposition républicaine. J'ai entendu tout à l'heure votre invité, Monsieur Laurent Geoffrin, je regrette qu'il ait quitté le plateau, qui s'arroge le droit, du haut de son magistère de gauche, de décider que le Front National n'est pas républicain, parce que, paraît-il, le Front National est hostile à la politique massive d'immigration. Mais le fait de vouloir conserver l'identité française, l'indépendance française, et de ne pas croire nécessairement qu'une présence massive d'étrangers est forcément une bonne chose, c'est tout à fait compatible avec les valeurs de la République. Eh ben, demandons Je donnerai à François Delapierre. un cours d'histoire républicaine à Monsieur Geoffrin. Il n'est pas loin, il vous entend encore. François Delapierre, Yannick Jadot, oui, c'est un parti républicain? Ah non, je veux dire, idéologiquement, le Front National a ses racines dans les courants contre-révolutionnaires français. Ils combattent notamment ce qui est le fondement de notre République, c'est-à-dire l'idée de l'égalité des citoyens. Donc, alors ils sont contre l'égalité homme-femme, ils sont pour l'idée que les races dont ils parlent sont inégales. Il y a des déclarations des dirigeants du Front National. C'est Jules Ferry. Dès qu'ils trouvent quelqu'un, mais Jean-Marie Le Pen l'a dit, puisque vous le citez. Le Pen a dit que les performances sportives donc je vois bien que vous savez exactement. Yannick Jadot, et on va passer à d'autres thèmes. C'est quand même assez amusant de prendre des leçons de démocratie de la part de Monsieur Jadot, qui est certainement un homme très sympathique. De Monsieur Delapierre, Monsieur Delapierre, porte-parole du Parti communiste. Monsieur Delapierre est certainement un homme tout à fait respectable, mais enfin, la tradition dont il se réclame est l'imposture la plus sanglante de l'histoire de l'humanité. Simplement, moi ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, le fait est que le Front National est un parti légal dans notre pays, qu'il concourt aux élections. Simplement, je crois qu'il faut battre le Front National politiquement. C'est les valeurs que porte le Front National. Non, les valeurs que porte le Front National sont antinomiques, je considère, du pacte républicain, de la République et des valeurs liberté, d'égalité et de fraternité. En revanche, je pense que jusque depuis 15 ans, on n'a pas réussi à combattre le Front National comme il se devait. Et ce sera la responsabilité de cette majorité, avec ce gouvernement, d'apporter suffisamment de réponses. Sur quel point? Puisque les idées, il y a une bonne partie. Bruno Gollnisch va être d'accord, les idées du Front National sont infusées dans la société. L'histoire de l'immigration massive, tout ça, c'est leur fantasme, c'est dans leur tête. Ils vivent une France, ils vivent un fantasme d'une France qui un jour a été blanche et chrétienne, et c'est là-dessus qu'ils veulent aller. Mais une bonne partie des électeurs du Front National a voter parce qu'ils n'arrivent plus à payer leur essence, parce qu'ils n'arrivent plus à payer leur logement, parce qu'ils ont des problèmes de pouvoir d'achat, d'emploi, parce qu'ils considèrent qu'une partie de la classe politique ne répond plus sérieusement à leurs problèmes. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut apporter des réponses. Est-ce que vous aussi, à l'Assemblée nationale, avec vos députés, vous allez vous battre sur ces questions économiques qui sont d'abord prioritaires pour les Français? Bien sûr, les questions économiques, les questions financières. Et il est certain que si notre monnaie continue d'être imprimée depuis Francfort par des gens que les Français ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas la possibilité de choisir, de révoquer s'ils en sont mécontents, nous manquons des leviers de commande pour apporter des réponses aux problèmes de la France aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un constat qui est fait aussi par des gens de gauche, et même par certaines personnes de gauche du courant chevènementiste, par exemple, qui nous ont rejoints. Alors autour de cette table, et c'est peut-être une injustice, vous allez me dire comment vous le vivez, mais seul l'un d'entre vous, enfin Yannick Jadot, vous avez votre parti représenté à un groupe maintenant à l'Assemblée nationale. Est-ce que d'abord vous trouvez cela juste? Bien sûr. Compte tenu de votre score à la présidentielle, est-ce que vous trouvez que c'est logique? Écoutez, d'abord, une élection législative se fait sur le score législatif. Aux législatives, on a fait autour de un peu plus de 5%. Et donc, autour de 5%, ça devrait nous amener d'une certaine façon, à avoir quasiment le double de ce qu'on a aujourd'hui. Donc que les écologistes qui représentent dans les différentes élections
Entre eux, on n'a pas fait un gros score à la présidentielle. Le score de la présidentielle. D'accord, mais il n'y a pas que le score de la présidentielle pour représenter un courant politique dans un système qui est totalement bipolarisé, où le jeu des personnalités a joué. Et vous savez que l'électorat écologiste a beaucoup été voté François Hollande au premier tour de la présidentielle. Maintenant, les écologistes représentant un courant de pensée dans l'opinion publique doivent évidemment être représentés à l'Assemblée nationale. Vous remerciez Jean-Vincent Placé? Non. Stratège politique. Mais non, arrêtez. L'auteur de cet accord Europe Écologie Les Verts, Parti Socialiste, c'est important. Mais non, il faut arrêter de dire des bêtises, il faut arrêter de personnaliser les choses. Je remercie les électeurs qui ont voté écologie. Vous savez qu'on avait un consensus, et c'est Daniel Cohn-Bendit qui, le premier, a dit « Notre objectif, c'est le groupe à l'Assemblée. C'est ce à quoi nous sommes arrivés. Et nous sommes arrivés à avoir ce groupe parce que nous avons réussi à négocier avec les socialistes sur la base de l'élan qu'a représenté Europe Écologie dans la société. Donc je sais à qui je dois ce groupe, ou à qui les écologistes doivent ce groupe. Tant mieux, Jean-Vincent Placé y a contribué, Cécile Duflot y a contribué, tout le monde y a contribué. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est justement parce qu'on a eu ça aussi dans notre accord avec les socialistes, c'est de mettre une dose forte de proportionnel à l'Assemblée nationale, parce qu'il est illégitime que le débat politique tel qu'il se situe dans la société ne se situe pas d'une manière un peu proportionnée à l'Assemblée nationale. François Delapierre. Non, mais il y a une situation. Moi, je suis très content qu'il y ait des écologistes à l'Assemblée nationale. Ça contribue à la diversité. Ce qui est triste, c'est que pour être élus, ils ont eu besoin de faire un accord avec le Parti socialiste, qui s'est passé dans des conditions pas très, qui a fait des discussions chez eux. Ça, c'est leur problème, j'allais dire. Mais ils ont dû renoncer à leur autonomie. Et ils ont 3,7% sans avoir l'alliance avec le PS, uniquement sur les candidats qui portent l'étiquette écolo, et ils auraient eu aucun élu s'il n'y avait pas eu cet accord. Bon, pour ce qui est du Front de gauche, il y a un autre paradoxe. C'est que par rapport à ce qu'étaient les résultats du PCF en 2007, on gagne 70% en voix et en pourcentage, et on a moins d'élus à l'arrivée. Donc je pense que les électeurs doivent sentir qu'il y a quelque chose qui est un peu curieux dans cette organisation. Vous demandez évidemment à François Hollande de respecter sa promesse d'une dose de proportionnelle. C'est pas simplement la proportionnelle, parce qu'il y a un autre élément qui est problématique. C'est que cette Assemblée, cette majorité et ce président, il y en a pour 5 ans. Peu importe la couleur, moi je suis content que la gauche ait gagné, que Nicolas Sarkozy ait été battu et que l'UMP ait été foutu dehors. Mais je sais ce que ça veut dire 5 ans où le pays ne peut pas proposer une autre voie, ne peut pas dire on n'est pas d'accord, on voudrait autre chose, ou même on est d'accord, on veut continuer. C'est ça la démocratie. Alors qu'est-ce qui se passe pendant 5 ans? Si les gens ne sont pas contents, on a vécu ça pendant, je ne sais pas comment ça va se passer là, mais je sais de quoi on sort. Il y a la grève générale sur les retraites, le pays qui est paralysé pendant 6 mois, il y a des élections qui deviennent des élections intermédiaires. Régionales, on n'élit plus des régions, on vote sanction. Vous êtes en train de dire à l'exécutif, non, je suis en train de dire que d'opposition, peut-être dans la moi, je ne m'adresse pas à l'exécutif. Dans l'élection présidentielle, on a porté un combat qui est celui pour la 6e République. On a rassemblé des millions de gens autour de cette idée. Je pense que cette idée, elle est plus que jamais d'actualité. Qu'on est dans un système qui n'est pas mur. C'est pas un système adulte. On n'est plus en 58 de demander l'avis aux électeurs tous les 5 ans sur la politique nationale du pays. Non, sur ce point, nous ne sommes pas d'accord. Moi, je suis véritablement démocrate, et bien que je combatte les opinions, pas toutes d'ailleurs, mais enfin la plupart des opinions de M. Delapierre ou de M. Jadot, je suis heureux qu'ils soient représentés. Je trouve même qu'ils ne sont pas représentés en proportion de leur électorat. Et ce mode de scrutin que nous avons en France est un scandale absolu. Le système gère mal la France. Il l'amène d'ailleurs à la catastrophe, mais il défend férocement ses intérêts. Et il le défend notamment par un mode de scrutin. Les seules réformes qui ont été faites par Chirac en 86, c'est sur le mode de scrutin. La dernière d'entre elles, c'est sur les scrutins régionaux et départementaux qui avaient pour but de faire disparaître le Front National. L'avenir, cette introduction d'une dose de proportionnelle, elle est bienvenue pour vos promesses de campagne de François Hollande. Je vais vous surprendre, je trouve cela presque injurieux. Une dose de proportionnelle. Qu'est-ce que vous voulez, l'intégrale ? Une dose de proportionnelle, oui, bien sûr. Bien sûr, on peut tout à fait avoir le proportionnel intégral. Jules Ferry, républicain, grand ancêtre qu'a célébré récemment M. Hollande, disait du scrutin de circonscription, c'est un miroir brisé où la France ne reconnaît pas son image. Il y a une perversion complète de nos institutions. Je sors d'une campagne électorale où, avec les meilleures intentions du monde, la plupart des questions de vos confrères portaient sur des intérêts locaux qui sont de la compétence du maire ou du conseil général ou du conseil régional, mais on évacuait complètement les questions nationales qui sont de la compétence des députés et qui sont pourtant très graves et très importantes. Ce soir, Yannick Jadot.
Moi, ma référence, c'est pas un personnage certes important, en tout cas sur l'école. Sur le reste, il est quand même assez douteux, d'il y a 130 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui se passe en Allemagne, de voir ce qui se passe dans les pays nordiques, où je crois qu'il y a de la maturité politique. Et ce que je constate, c'est que c'est un système proportionnel, où vous avez la moitié des élus qui sont sur des circonscriptions, et le reste, vous votez une deuxième fois pour un scrutin de liste, et c'est ce scrutin de liste qui dit, si vous avez 10% sur ce scrutin, eh ben vous aurez, à la française, ça serait 57 députés. Eh ben c'est quand même le système le plus juste, et me semble-t-il, l'Allemagne n'est pas pris dans un tourbillon d'instabilité permanente, comme les pays nordiques ne sont pas pris dans un tourbillon d'instabilité permanente. Je constate que notre système est un des systèmes les plus rares sur la planète. Le seul. Alors que sur les démocraties dites plus matures, on est plutôt dans un système proportionnel. Vous n'êtes pas d'accord sur mais il n'y a pas que la question de la proportionnelle. On est globalement dans un système qui a un rôle en monarchique, qui pèse sur les institutions, c'est-à-dire que tout tourne autour de questions de personnes. L'élection présidentielle écrase le reste. Là, il y a un désaccord absolu avec le Front National. C'est marrant que l'ex-porte-parole de campagne de Jean-Luc Mélenchon dénonce la personnalisation, si je peux me permettre. Mais d'ailleurs, on a fait une campagne en s'adressant à l'intelligence Pour populaire, le plus personnel des candidats, c'est assez étrange. Absolument pas. On a fait une campagne qui était tout à fait inverse. Non, vous confondez avec le Front National qui arrive à faire élire Madame Le Pen, la troisième du nom. Je veux dire, on est dans un principe quasiment dynastique. Non, mais c'est un système quasiment dynastique. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune responsabilité au Front National. Elle n'a aucune responsabilité au Front National. Elle a un nom de famille. Bon, c'est quand même un niveau politique je vais vous donner la liste assez lamentable de tous les hiérarques du Parti communiste à titre héréditaire. Absolument pas. C'est que je dis que vos ressorts sont les mêmes. C'est-à-dire c'est un ressort de réduction de la vie politique à des questions du patronyme, de famille, d'une personne qui s'est présentée 5 fois, 6 fois. Et seul le Front de gauche a porté dans cette campagne, dans son programme et dans sa pratique, une pratique d'appropriation populaire des choix politiques et démocratiques. Et c'est pour ça que nous sommes les seuls à avoir défendu la 6e République dans cette élection. Nous aussi, nous l'avons défendu. C'était une grande idée du Front National il y a 15 ans, la 6e République. Revenons à l'avenir, s'il vous plaît. Parlons de l'avenir. Yannick Jadot. Excusez-moi, parlons quand même de l'avenir, si vous voulez. En ce qui concerne la proportionnelle, on fait le grief à ce mode de scrutin de provoquer l'instabilité. Il y a à cela un correctif extrêmement simple, qui est ce qu'on appelle en Allemagne la motion de défiance constructive. C'est-à-dire qu'au lieu de pouvoir renverser le gouvernement, comme c'est le cas chez nous, simplement par le vote d'un texte qui le critique, la fameuse motion de censure, dans ce pays, on ne peut renverser le gouvernement que si l'opposition se met d'accord majoritairement sur le nom du Premier ministre destiné à lui succéder. Ceci a existé, je termine juste, ceci a existé dans les régions, c'est ce qu'on appelait le 49-3 régional. Cela a permis aux régions de fonctionner alors même que les exécutifs étaient soutenus par des minorités. Pour terminer, je voudrais vous demander, lors d'un tour de table, quel est selon vous le prochain défi le plus important pour ce gouvernement et sur lequel vous allez être très vigilant? En un mot, François Delapierre. Les discussions européennes, il faut rompre le cercle vicieux de l'austérité imposé par l'Allemagne et le gouvernement allemand, rien contre l'Allemagne, pour que la France puisse ouvrir une autre voie. Yannick Jadot. Oui, ce que sera le plan de relance européen, on voit bien qu'on a à la fois une catastrophe dans le secteur automobile, des énergies renouvelables qui n'arrivent pas à démarrer, des transports et le prix de l'énergie. Donc on a les moyens et potentiellement, si on a l'ambition, de réorienter une partie de nos industries, de créer des emplois, d'améliorer le pouvoir d'achat et de s'orienter vers des objectifs environnementaux. Je crois que le problème essentiel sur le plan économique et financier aujourd'hui, c'est de mettre fin aux conditions d'une concurrence déloyale qui est faite par des pays dont les travailleurs sont payés 20 fois ou 30 fois moins que l'ouvrier français au SMIC. Et ça a provoqué déjà la perte de 2 millions d'emplois industriels et des délocalisations sans nombre. Il faut inverser cette tendance. Vos défis. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nos invités. À présent, je vous propose tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est proposé, concocté par Cécile Sixou.
Il y a 72 ans, le général de Gaulle lançait son appel à la résistance, l'appel du 18 juin. François Hollande était ce matin au fort du Mont-Valérien pour commémorer cet anniversaire, un lieu chargé d'histoire où près d'1 millier de résistants ont été fusillés pendant la guerre. Autre cérémonie au Sénat où les amis de la résistance ont été reçus par le président Jean-Pierre Bel. Vous pouvez retourner les copies. Ils étaient près de 700 000 à Tremblay aujourd'hui pour le coup d'envoi du bac. Comme chaque année, c'est l'emblématique épreuve de philosophie qui a ouvert le bal. Au menu des sujets, le travail, la liberté et la vérité. Un baccalauréat sous haute surveillance cette année pour éviter les fuites de la session 2011. Les téléphones portables notamment ont été surveillés de près. Après 88 jours de détention provisoire, Patrice Demestre a été libéré ce soir de la prison de Gradignan, près de Bordeaux. Placé sous contrôle judiciaire, il a versé pour sa libération une caution de 2 millions d'euros. Personnage central de l'affaire Bettencourt, il est poursuivi depuis décembre pour abus de faiblesse, complicité d'abus de confiance, escroquerie aggravée et blanchiment d'argent. Pas mécontent d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, François Hollande va pouvoir appliquer sa politique. Et sa première mesure ne sera pas d'ordre économique ou social, mais plutôt d'ordre personnel. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale du 22h. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle et douce soirée en notre compagnie et je vous dis à demain avec plaisir.